Bonjour à tous, je suis super content d'être ce soir parmi vous. Moi, je vais vous parler de back, je ne vais pas vous parler de front, je vais vous parler de Node et de comment être un petit peu plus serein quand on part en prod. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Alexandre Victor. Ça fait un petit moment que je bosse. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai quitté une grosse banque dans laquelle je faisais essentiellement du Java et du .NET. Et quand je suis parti, je suis plutôt allé dans des startups. Et j'ai plutôt fait du Node. Et le pourquoi ce talk, c'est en fait pour partager avec vous tous les murs, toutes les erreurs que j'ai pu rencontrer, pour faire en sorte que peut-être vous ne tombiez pas dessus, quoi. Alors, un petit disclaimer, ce talk, il est vraiment basé sur mon expérience personnelle. Il n'a en aucun cas vocation à être exhaustif. Il y a des pans entiers de sujets super intéressants que je ne vais pas aborder. Je ne vais pas vous parler, par exemple, de sécurité. C'est très intéressant, mais je n'ai pas le temps et puis je ne suis pas forcément le plus pertinent. Mais bon, si vous voyez des trucs un petit peu en rapport avec ce talk que je ne mentionne pas, n'hésitez pas à m'en parler après, à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Ce sera vraiment avec plaisir. Alors, je me suis dit, comme il est déjà un petit peu tard, qu'on est en fin de journée, vous êtes peut-être un peu fatigué, ce serait une bonne idée de commencer par un quiz. Donc, on va jouer. Alors, attendez, hop. Donc, à votre avis, là, tout de suite maintenant, avec un Node.js un peu récent sur ma machine, combien je peux utiliser de paramètres en ligne de commande? Combien Node comprend de paramètres en ligne de commande? Je vais vous demander de lever la main si vous pensez que c'est la réponse A, un paramètre. Non, personne. La réponse B, une dizaine. Bon, à un moment donné, il faut quand même voter. Ou bien la réponse C, une centaine. Ah, quelques-uns. Ouais. Ou bien la réponse D, plusieurs centaines. Moi, il y en a moins. Eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse D. C'était plusieurs centaines. Alors, ceux qui ont répondu C, vous n'étiez pas si loin que ça. Si on regarde la doc, en fait, là, sur cette page, il y en a de mémoire, il y en a à peu près 125 des paramètres. Mais en plus des paramètres vraiment spécifiques Node, il y a tous les paramètres qu'on peut passer à V8. Et du coup, on tombe sur un peu plus de 600 paramètres. Donc, ça fait quand même une chiadée, quoi. Bon, certes, ils ne sont pas tous aussi importants les uns que les autres. Mais bon, il y en a beaucoup. Et moi, il y a le truc qui m'a surpris en préparant le talk, c'est que si on regarde bien sur cette page, et même si on regarde bien dans le code source de Node, jamais on trouve Node en env. Node env égale production. Si vous pensez que c'est le truc vraiment l'alpha et l'oméga pour partir en prod, pas tout à fait. Node env, en fait, c'est essentiellement une convention pour les librairies qui sont destinées à fonctionner sous Node. Par exemple, avec Express, Node env égale production, ça va permettre d'activer le cache pour les templates qui permettent de générer du HTML. Mais sinon, dans Node en particulier, Node env, ça n'existe pas. Bon alors, maintenant que je vous ai un peu échauffé, une deuxième question. À votre avis, quand on démarre Node, un Node récent sur ma machine, un macOS 64 bits, à votre avis, si j'ai un petit programme là qui alloue de la mémoire ou qui a une fuite, à votre avis, jusqu'à combien la HIP, la mémoire JavaScript, peut monter? Est-ce que c'est la réponse A, 256 MB? Allez, deux réponses. Ou bien la réponse B, 700 MB? Quelques-uns. Ou bien la réponse C, 1400 MB? Ouais. Bon, il y en a qui trichent parce que je crois qu'ils ont déjà vu le talk. Ou bien la réponse D, 4 gigas, 4 000. Bon, il y en a plein qui n'ont pas voté, mais bon, je dis rien. Eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse D. Donc, ça fait 4 gigas. Moi, je ne sais pas vous, mais ça fait beaucoup quand même. 4 gigas, si vous n'avez pas prévu le coup,
Je ne sais pas comment sont dimensionnés vos serveurs de prod, mais bon, toutes les VM, tous les conteneurs Docker ne peuvent pas allouer 4 gigas. Et à quoi c'est dû? C'est dû que Node, c'est basé sur V8. V8, à la base, ce n'est pas fait pour tourner sur des serveurs. C'est plutôt fait pour tourner dans Chrome. Sur la plupart des machines sur lesquelles vont tourner Chrome, il y a 4 gigas de dispo. Hein. Et, voilà, sur les serveurs, il n'y a pas 4 gigas. Et du coup, si vous ne le faites pas déjà, si vous avez du Node en prod, il faut surtout utiliser cette option, Max All Space Size. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi ça s'appelle précisément ça, mais en gros, ça permet de contrôler l'espace maximum mémoire alloué pour stocker des objets par V8 dans la heap. Bon, allez, une dernière pour la route. Dernière petite question. Si je tape Node là, tout de suite maintenant sur mon terminal, à votre avis, combien y a-t-il de threads? Combien sur mon laptop Node va lancer de threads sur ma machine? Est-ce que c'est un thread? La réponse A. Ouais, quelques réponses. Ou bien la réponse B, 2 threads. Ouais, c'est un peu partagé. Hein. Ou bien la réponse C, 5 threads. Ouais. Ou bien la réponse D, 10 threads, plus de 10 threads. C'est bien équilibré. Il n'y a pas de message caché, mais c'était encore 10 threads. 2 DD. 10 threads, ça fait beaucoup. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, on pense tout de suite de JavaScript, machin, au event loop, au nothreadé. Ouais, c'est vrai. Mais sauf que V8, pour fonctionner, il y a l'event loop et il y a besoin de trucs autour. Notamment, il y a un ramasse-miettes, un garbage collector. Alors, je sais, vous l'appelez comme vous voulez. Mais lui, il a besoin de thread pour nettoyer la mémoire. Et puis, à côté, dans Node, il y a un truc qui s'appelle une libc qui est utilisé, qui s'appelle libv, qui permet de gérer tout ce qui est entrée-sortie, tout ce qui est réseau, tout ce qui est accès au file system, et puis aussi tout ce qui est tâches un petit peu costauds, notamment tout ce qui est compression, tout ce qui est crypto. Et ça tourne avec un pool de threads. Par défaut, la taille est à 4 threads. Bon, avec les 600 paramètres, ça, on peut le configurer. Mais bon, du coup, sur ma machine, là, j'ai 11 threads en tout. C'est juste en lançant Node. Alors, pour être honnête, sur d'autres machines, sur des Linux, je ne sais pas trop pourquoi, c'était 7 threads. Mais sur la mienne, c'est 11. Une question. Ouais. Je veux savoir, est-ce que le nombre de threads, c'est décorrélé des threads du CPU, par exemple? Si j'ai un 8 threads. En tout cas, ouais, c'est 11 threads. Alors, sur ma machine, là, c'est 11 threads. C'est pas la même Et après, forcément, selon l'architecture de ta machine, ça peut poser problème. Et surtout, selon ce que va faire ton application. Donc là, par exemple, voilà, si tu te dis, tiens, je vais te donner à Node la tâche d'aller compresser toutes les entrées-sorties, ça ne va pas être gratuit. Il y a un coût pour ça. Alors, surtout, le thread le plus important, c'est celui qui fait tourner l'event loop. Ça, je pense que vous êtes déjà au courant. Moi, il y a un truc, par contre, qui me surprend parfois, c'est que souvent, j'entends dire « Ouais, Node, c'est sympa, c'est cool, mais si j'ai des tâches de calcul intensifs, des trucs qui sont un petit peu longs, ce n'est pas vraiment adapté. » Je ne suis pas trop d'accord parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle des worker threads. On peut très bien avoir un pool de worker threads. Donc, en gros, la tâche de calcul un petit peu longue, la déporter dans une autre event loop. Et il y a un outil qui s'appelle Piscina, qui est un outil open source, qui est en gros un pool de worker threads, mais qui est vraiment hyper complet, avec vraiment tout ce que vous voulez au niveau fonctionnalité. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour annuler en cours de route, pour faire la reprise, pour gérer la taille, min, max, enfin, il y a vraiment tout. Maintenant, avant de rusher sur Piscina, je vous conseille quand même de vérifier que vous en avez besoin, de prendre des mesures. Et là, la bonne nouvelle aussi, c'est que maintenant, dans Node, c'est hyper facile de monitorer l'event loop, d'avoir en fait le délai entre 2 tours de boucle et d'avoir des stats, des percentiles. Pourquoi? Parce qu'il y a une librairie open source qui s'appelle HDR Histogram C, qui est incluse dans Node. Et du coup, là, avec quelques lignes de code, vous avez toutes les statistiques que vous voulez sur l'event loop.
Si vraiment vous travaillez sur une application où les perfs, c'est quelque chose d'important, je vous conseille de tester, de faire des tests de perf. Et il y a un outil qui s'appelle AutoCannon. L'idée, c'est de base, ça permet de bourriner un serveur en balançant plein de requêtes. Alors, quand on l'utilise brut de fonderie, ça balance plein de requêtes sur la même URL. Mais maintenant, il y a plein d'options. Hein. Vous pouvez paramétrer tout ce qui est concurrence, le nombre de requêtes qu'on envoie en simultané, le nombre de worker threads utilisés par le truc. Et puis, on peut aussi avoir un scénario qui ressemble à un scénario utilisateur. Et ce qui est chouette, c'est si jamais, en fait, les résultats obtenus avec AutoCannon sont un peu décevants, c'est qu'il y a un autre outil qui fonctionne vraiment main dans la main avec AutoCannon, qui s'appelle NodeClinic, qui, comme son nom l'indique, permet de faire une sorte de diagnostic et qui va vous aiguiller, en fait, plutôt sur des problèmes de mémoire, de GC, d'event loop, ou peut-être de réseau. Peut-être que votre push de thread IUV, il est blindé. Et donc, vraiment, il va vraiment vous aider à aller assez vite pour isoler le problème. J'en ai fini, je crois, avec les outils. Si maintenant, on se met à écrire une application ensemble et je me dis, tiens, je vais choisir une stack où je me dis, la plupart d'entre vous connaissent en Node, le truc qui est un peu curieux, c'est que je risque de choisir Express. Express, c'est aujourd'hui, c'est le framework Node le plus répandu, mais vraiment de loin. Et c'est un peu rigolo, quoi, parce qu'on se dit, en JavaScript, il y a des nouvelles libs toutes les semaines, sauf que Express, c'est sorti en 2010, c'est une éternité, un an après Node. Il y a la version 5, la version alpha de la 5, qui est sortie en 2014. Là, on est en bêta, je ne sais pas combien, elle n'est toujours pas réalisée. Bon, c'est pas mort Express, mais bon, ça bouge doucement, quoi. Et le problème, moi j'aime beaucoup Express, hein, mais le problème, c'est que ça a été conçu à un moment où le JavaScript, en 2010, ce n'était pas le même. Hein. Il n'y avait pas de promesses, il n'y avait pas d'async await, on ne codait pas forcément de la même façon. Du coup, je vous propose de voir quelques petits pièges sur lesquels, au boulot, on est tombé. Hop. Et du coup, on passe dans le VS Code. Ouais, ça marche bien. Alors, le premier truc, moi, qui m'embête avec Express, c'est que de base, si vous aimez bien écrire des tests, si vous aimez bien faire du TDD, Express, ça vous facilite pas trop la vie, quoi. La requête HTTP, pour en faire une fausse, il vaut mieux prendre une lib qui le fait pour vous. Alors, certes, vous pouvez faire des tests end-to-end, des tests de bout en bout, mais c'est long, c'est fragile. Bref, c'est pas l'extase. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un outil open source qui s'appelle Supertest. Et Supertest, l'idée, c'est d'avoir les avantages des tests end-to-end avec les avantages d'un test unitaire qui soit super rapide. Alors, au passage, pour ceux qui voient bien, mon VS Code, il est un petit peu boosté. Il y a des petites lumières là, une petite lumière rouge. C'est parce qu'en fait, j'ai un plugin qui s'appelle Wallaby.js qui tourne et qui exécute les tests en continu. Donc, test rouge, on le voit tout de suite. Wallaby.js, pour le coup, c'est un plugin payant, mais c'est le seul outil payant dont je vous parlerai ce soir. Donc là, comment ça marche? J'inclus un truc qui s'appelle request depuis Supertest. Je configure ici ma petite appli avec mes routes Express, mais vraiment comme si c'était de la prod. Et là, le truc qui change, c'est que je demande à Supertest, en lui passant l'appli Express, de créer un vrai faux client HTTP. Et ensuite, là, je peux envoyer une fausse requête HTTP et j'ai vraiment tout mon code qui est exécuté, tout le code avec les routes Express, quoi. Ici, le test est rouge parce que si vous voyez bien, là, j'ai ROM avec un S et là, il manque un S. Donc, si je mets un S, hop, ça passe au vert. Et donc là, l'exemple est trivial, mais honnêtement, c'est hyper confort. Alors, le truc avec Express, le truc qui est vraiment chiant, c'est que ça a été fait avant qu'il n'existe les promesses. Du coup, si vous avez une route
qui fait des opérations asynchrones, et vous vous dites, tiens, je ne l'ai pas encore implémenté, ma route, donc je vais balancer une exception pour dire, bah voilà, tout doux, quoi, comme je l'ai fait ici. Et bien là, ça pète. Et alors, ça ne se voit pas forcément bien à l'écran, mais la ligne 18, là, il y a un petit carré blanc. Et le blanc, là, c'est vraiment pas bon signe, ça veut dire qu'on n'atteint jamais la ligne 18. Qu'est-ce qui se passe ici? Je démarre mon application Express, je balance une requête, et en fait, c'est tout. C'est-à-dire que là, la requête, elle part, elle passe dans ma route, il y a une exception qui est balancée, et sauf que du coup, j'ai une promesse rejetée parce que la route est asynchrone, et ça, il n'y a personne pour la rattraper, et mon process, il crache. Donc en prod c'est pas top, quoi. C'est vraiment, mais alors vraiment pas top. Et alors, la solution, bah, c'est de ne pas utiliser Express, en tout cas pas son routeur. Et la bonne nouvelle, c'est du coup, c'est qu'il y a des projets open source, notamment un truc qui s'appelle Promise Router, qui est en fait une sorte de remplaçant, mais vraiment avec la même API. Il suffit ici, là, de se dire, tiens, bah, j'utilise le routeur alternatif. Et là, ça passe au vert. Alors, ce truc-là, honnêtement, chez Comet, là où je bosse, on est tombé dessus un certain nombre de fois. On s'est même développé une règle OSLint pour chasser l'utilisation du routeur Express de base, parce que pour le coup, c'est vraiment la mort, quoi. Il y a un autre truc là, un troisième dont je voulais vous parler à propos des pièges d'Express, parce que bon, il y en a encore d'autres. C'est que parfois, on fait des routes, mais dans des API, mais qui ne sont pas forcément destinées à une application front. Imaginez que vous faites une petite route pour recevoir des notifs webhook. Donc, dans ce cas-là, vous recevez des données via du HTTP, et en fait, vous vous en fichez un petit peu de ce que vous allez répondre, quoi. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait là, vous voyez. Là, j'ai une petite route GET. Mettons que j'écrive un peu de code ici pour récupérer des données depuis ma requête. Et puis, c'est tout. Le truc, là, c'est que l'API ne l'impose pas vraiment, mais la réponse, il faut en faire quelque chose. Parce que derrière, le client, il attend. Et là, mon test, il est rouge. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas que ça dure plus de 500 millisecondes. Et là, vous voyez, ici, la ligne 7, on est à 509. Parce que si on ne fait rien avec la réponse, le client derrière, le client au sens HTTP, il attend. Et il se peut que dans votre système de monitoring, vous allez avoir des timeouts. Nous, on avait des timeouts à 30 secondes. Parce que voilà, il y a des équipements réseau entre les deux, entre le serveur qui vous appelle et puis votre serveur node. Et c'est un petit peu chiant à voir parce que quand ça arrive, vous ne savez vraiment pas quelle en est la cause. Donc là, il suffit en fait juste de faire quelque chose avec la réponse, quoi. Donc un petit response.end ou un petit response.json avec vraiment n'importe quoi, c'est bon. Donc ça, c'est un petit peu le piège et malheureusement, là, je n'ai pas de règle OSLint pour vous. J'en ai fini avec Express. S'il y a un principe à avoir en tête pour être un petit peu tranquille en prod, malheureusement, c'est le fait d'être un peu cynique, quoi. C'est le principe de la loi de Murphy. En gros, tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. C'est pas très positif comme ça, je suis désolé, mais et malheureusement, dans le monde JavaScript, et c'est un peu moins vrai en TypeScript, on a eu tendance un peu à être naïf. Vous savez, on se dit, on fait du JSON, ça va bien se passer. Donc, j'ai, mettons, un serveur qui parle à un autre serveur, on s'envoie du JSON, ça va être tranquille, il n'y a pas beaucoup d'outillage à mettre en place. Et puis, la première mise en prod, ça marche. Et puis, il y a une de deux applis qui est relivrée. Il y a une version 1.1, une version 2. Et puis là, le contrat un peu change juste un petit chouïa et ça ne marche plus. Alors, vous allez me dire, ouais, mais nous, on a du TypeScript et du coup, ça marche bien. Sauf que le TypeScript, c'est dans l'IDE, mais pas en prod. En prod, il n'y a plus de TypeScript. Et alors, on peut valider les données, les valider à la main, mais si vous avez déjà essayé, vérifier que voilà, votre JSON il a bien la bonne tête, ça prend un peu de temps. Alors, heureusement, il y a plein de libs maintenant qui gèrent ça pour nous.
Antoine en a parlé, il y a Zod. Alors, je ne sais pas qui connaît Zod déjà. Quelques-uns ne connaissent pas. Du coup, Zod, comme ça, vu comme ça ressemble un petit peu à une lib. Moi, ça m'a fait penser à une lib de validation de formulaire. Donc, en gros, on définit une structure de données. Ça va un peu plus loin qu'un type TypeScript. Par exemple, je peux avoir un champ room ID qui est une chaîne de caractères, mais en plus, je spécifie que c'est au format UID. Pareil pour un email. Donc, on imagine derrière qu'il peut faire fonctionner des regex. Et ce qui est vraiment très, très, très cool avec Zod, ce qui a un petit peu tout changé, c'est que derrière Zod, à partir d'un schéma, il va permettre d'inférer un type TypeScript. Et le type TypeScript, on va pouvoir l'utiliser un petit peu partout dans le code. Donc, en gros, quand on utilise Zod, on définit le schéma. Derrière, on a des types TypeScript qu'on peut utiliser dans son code. Et après, on a une fonction parse qui permet de valider en fait les données qu'on reçoit au format JSON de l'extérieur. Pourquoi ça s'appelle parse et pas validate? Honnêtement, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que sinon, ce serait un peu trop long. Mais bon, si vous n'avez jamais essayé Zod, franchement, essayez-le, ça change la vie. Alors, l'autre problème qui peut arriver en production, et qui est un peu le truc le plus chiant, surtout dans un monde où on est de plus en plus dans des architectures un peu distribuées, c'est le phénomène d'échec en cascade, une sorte d'effet domino. Imaginez que j'ai un serveur Node qui répond à une interface graphique. Ce serveur Node-là, il dépend d'un service qui dépend lui-même d'un autre service. Donc, mon service 1, mon service 2. Si mon service 2, pour une raison ou une autre, il commence à être un peu fatigué, mettons que son event loop, je ne sais pas, il soit surchargé, ce que vous voulez éviter, c'est qu'il y a un effet de contagion, que le service 1 qui en dépend, il fallait des appels au service 2, et puis le service 2 ne répond pas, du coup, le service 1, à son tour, il est surchargé parce qu'il n'arrive pas à libérer de ressources. Et puis, ça arrive à votre BFF. Et puis, c'est le drame parce que du coup, vos utilisateurs, ils voient juste un truc qui ne marche plus. Et ça, malheureusement, si on code un peu naïvement, ça arrive assez vite. Pourquoi? Parce que, Antoine en a un petit peu parlé. C'est que quand on utilise des API à base de promesses, là, je vais faire un fetch sur un service qui est lent. Là, si mon service il décide il peut pas répondre, je reste bloqué. Je vais rester bloqué de manière, on ne sait pas quoi. Il faut rester bloqué longtemps. Alors, si vous avez peut-être déjà essayé d'implémenter un timeout vous-même, on peut utiliser Promise Trace. Donc, en gros, il y a la promesse qui représente l'appel réseau, et puis il y a une autre promesse qui est gérée derrière avec un set timeout. Bon, c'est déjà beaucoup mieux, mais comme le disait Antoine, c'est la requête sous-jacente, en fait, quand votre timeout se déclenche, la connexion TCP, elle est toujours live et il n'y a rien qui l'arrête. Donc, on ne libère pas de ressources. Donc, ce n'est pas terrible. Le truc, la bonne nouvelle, c'est que, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, même si ça a quand même pas mal d'inconvénients, c'est que depuis quelques années, il y a une autre spec qui est venue un peu compléter les promesses. C'est la spec abort contrôleur, abort signal. Donc, si vous n'êtes pas familier du truc, en gros, vous avez abort contrôleur, ça va être un objet qui va permettre à tout moment de dire stop, on arrête le boulot. Et vous allez avoir un abort signal, qui est une sorte d'event listener qui reçoit des événements d'annulation. Et du coup, ce qui est chouette, c'est qu'un petit peu toutes les dernières nouvelles API asynchrones, elles sont compatibles avec abort contrôleur, abort signal, notamment fetch. Quand je fais une requête avec fetch, vous voyez, je peux spécifier un signal. Et du coup, là, concrètement, quand je fais contrôleur.abort, la connexion à TCP, ma requête HTTP, c'est bon, c'est fini, vraiment. Et comme le pattern, le cas d'utilisation des timeouts, c'est vraiment le truc le plus courant, il y a même un petit raccourci, on fait abort signal.timeout, et là, on n'a vraiment rien à faire. Au bout de 20 secondes, là, on est sûr que tout sera terminé. Alors ça, c'est déjà beaucoup mieux. On est déjà dans une situation bien meilleure que juste avant. On avait juste un fetch. Parce que honnêtement, partez pas en prod sans timeout. Je vous déconseille vraiment fortement. Maintenant, c'est pas suffisant. Parce que si vous commencez à dépendre d'un service
et qu'il faut à chaque fois attendre un timeout pour dire au client, ah non, bah, en fait, finalement, on ne peut pas, bah, déjà, ça va être, l'UX, elle ne va pas être top, quoi. Et puis, en plus de ça, on n'est pas complètement protégé de l'effet domino, parce que bah, si à chaque fois, il faut attendre super longtemps, il y a quand même un risque quand même d'être surchargé. Alors, la solution, c'est peut-être le pattern de résilience le plus connu, celui dont on parle le plus, c'est le pattern circuit breaker, donc disjoncteur en français. Si vous ne le connaissez pas, on part d'un état normal. On dit, voilà, tout fonctionne bien, le circuit est fermé. Et puis là, on se rend compte que ça commence à merder, quoi. Et on disjoncte. On détecte qu'il y a des erreurs, on passe en mode circuit ouvert. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on ne perd pas de temps. On ne va pas essayer d'aller appeler un service, sachant qu'en fait, ça ne marche pas. On répond tout de suite. Et du coup, on peut utiliser un mode dégradé. Si on se dit, bah voilà, je dépends d'un service, je ne sais pas, moi, d'un CMS, et j'ai des données en cache, bah hop, j'utilise des données en cache et je réponds tout de suite. Ce sera toujours mieux que rien. Et puis, au bout d'un moment, on va se dire, tiens, bon, bah, peut-être que ça va mieux. Je vais un peu tâter le terrain et je passe en mode position intermédiaire. Là, je vais faire des requêtes pour vérifier que le service sous-jacent, il fonctionne ou pas. S'il fonctionne, c'est chouette. On repasse en mode circuit fermé. Sinon, on revient en mode circuit ouvert. Donc là, comme je vous l'explique, vous voyez, il y a quand même plein de façons de l'implémenter. Ce truc-là, il y a potentiellement plein de paramètres. Comment on passe en mode ouvert, comment on passe en mode intermédiaire, au bout de combien d'erreurs. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait paramétrer. Et du coup, je vous déconseille de l'implémenter vous-même, hein, ce pattern. Il y a des libres déjà qui l'implémentent. Très bien. Alors, moi, je suis tombé, comme avant, dans ma vie d'avant, j'avais fait un peu de .NET. Je connaissais une libre qui faisait ça, qui s'appelait Poly. Et il se trouve qu'il y a eu un portage en TypeScript qui s'appelle Cocatiel. C'est un joli oiseau, j'espère que je le prononce bien. Donc, comment ça fonctionne? On crée un circuit breaker. On lui dit ici qu'au bout de 10 secondes, non, je vais commencer par à partir de quand on passe en ouvert. Au bout de 5 erreurs consécutives, à ce moment-là, on considère que ça ne va pas. Et ensuite, au bout de 10 secondes, on va réessayer quand même et on va passer en mode position intermédiaire. Et ensuite, du coup, ce breaker, là, ce circuit breaker, il nous propose une méthode execute auquel on passe une fonction asynchrone. Et du coup, le comportement est encadré. Si le breaker est déjà en mode ouvert, on ne va même pas essayer. Je crois que le temps tourne. J'ai un dernier pattern, peut-être mon préféré. Ce pattern, il correspond à ce problème. Mettons que j'ai un monolithe, et comme tout bon monolithe, il fait un peu papa-maman. Dans mon cas, il répond à des sollicitations d'une interface web, et puis il va recevoir en fait des webhooks, des notifs webhooks. Chez Comet, on a une belle application legacy pour lequel en fait on a mis en place une sorte de mécanisme de synchro de données avec des notifs webhooks. Sauf que le problème, c'est comme tout bon système legacy, parfois ça merde, ça s'excite. Et ce qui nous est arrivé, c'est que tout d'un coup, on a reçu vraiment plein de notifs webhooks. Et ce qui se passe là, c'est que si vous en recevez vraiment beaucoup, votre serveur il est saturé et puis il ne peut plus rien faire d'autre. Et pour vos clients, les gens qui utilisent votre interface web, c'est comme s'il n'y avait plus personne. Donc là, la solution que je vous propose, c'est un pattern qui s'appelle Bulkhead. L'idée, c'est d'implémenter une sorte de qualité de service, de faire un choix, de se dire en fait qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Dans mon cas, si j'ai un choix à faire, une seule chose à faire, c'est répondre à mon interface web. Les notifs webhooks, c'est bien, c'est cool, mais si j'en loupe, si je ne les traite pas, je peux faire un batch de reprise, puis j'aurai les données un peu plus tard. Ce n'est pas un drame. Le pattern Bulkhead, ça consiste à dire, voilà, les traitements webhook,
je vais en prendre qu'un certain nombre en même temps, ici 4. Si j'en reçois plus de 4 en parallèle, bah, je les mets de côté, enfin je les oublie. Je les oublie, les messages supplémentaires. Ou alors je les mets dans une file d'attente pour les traiter quand je peux. Là aussi, Cocatiel, ça l'implémente plutôt bien. C'est plus simple qu'un circuit breaker. Donc, je configure la capacité. Là, j'ai 4. Donc, ça me permet de dire, tiens, bah voilà, je reçois mes 4 appels. S'ils sont toujours en cours et que je reçois un 5e appel, bah, le 5e, il se dépêche, quoi, et puis c'est fini. C'est un peu, il ne faut surtout pas le faire si vraiment c'est des données importantes que vous ne pouvez pas récupérer d'une autre façon. Mais là, dans ce cas-là, ça permet de sauvegarder votre serveur. J'en ai terminé avec le contenu. Si vraiment ça vous intéresse, je vous recommande ce livre, Release It. Ça ne parle pas du tout de Node, mais c'est un peu le bouquin de référence sur tous les patterns de résilience. Et puis, je vous ai mis un petit peu tous les liens sur les outils que j'ai abordés. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Juste purement pratique, dans ton exemple, tu avais le temps en millisecondes d'exécution de tes tests. Ouais. C'était le plugin dont tu as parlé avant. Ouais. Alors, la question, c'est sur le temps. Dans les exemples de code, dans VS Code, j'avais le temps d'exécution. Et effectivement, ça venait de Wallaby.js. Ouais. Merci. Ouais, je t'en prie. La lib là, qui est une implémentation de Poly là, en .NET, ça fait longtemps que ça existe, ça? Écoute, ouais, je crois, ouais. Ouais, je connais Il y en a, alors la lib, la Cocatiel, ouais, ça existe au moins depuis 3-4 ans. Et pour le coup, il y a d'autres libs qui font ou Circuit Breaker ou Bulkhead. Je n'ai pas vu de beaucoup plus complète. Et à l'époque, je ne connaissais pas FFTS. Oui. C'est mieux d'utiliser Fetch ou React Query? Là, je suis côté Node. Du coup, j'avoue, React Query, je ne sais pas trop. Et derrière React Query, je pense que tu fais du fetch de toute façon. Oui. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que finalement, les deux problèmes que tu as évoqués sur la fin avec Cocatiel ne sont pas résolus via de la redondance, Kubernetes ou autre? Tu vas avoir finalement un pool de machines et s'il y en a une qui part en live, en fait, c'est transparent pour toi parce que c'est rollout instant. Alors la question, en fait, du coup, il faut que je répète, ouais. Oui, si tu peux. Ouais. Du coup, la question, c'est est-ce que les deux problèmes de la fin, est-ce qu'on ne pourrait pas les gérer autrement avec de la redondance au niveau infra, avec Kubernetes ou autre? Écoute, je pense que ça se discute. Je pense que c'est une mauvaise idée, honnêtement. Pour le coup, j'en ai pas du tout parlé, mais tout ce qui est circuit breaker, bulkhead, tu peux le gérer avec pas mal d'outils, avec des architectures dites sidecar, comme Istio, dans Kubernetes. J'en ai pas trop parlé, c'est pas trop mon trip, parce que je trouve que quand on développe en Node, c'est plus simple d'avoir directement dans ton API les librairies avec les patterns. Je pense que même avec de la redondance, le truc, c'est que si tu as vraiment un gros souci, mais notamment tu dépends d'un service extérieur, tu peux avoir autant de redondance que tu veux, ça va merder. Tu as des boîtes vraiment avec des grosses infras comme Netflix. Il y a quelques années, tu vois, dans le monde Java, ils ont peut-être sourcé un truc qui s'appelle Istrix. Et voilà, parce qu'ils avaient un truc hyper redondant, mais vraiment, ils avaient besoin de mettre en place ces patterns, quoi. Bon, du coup, on a compris que l'Express, ça t'embête un peu. Quand est-ce que tu passes à Fastify? Il y a un package de compatibilité avec Express pour t'aider à migrer. Donc, pourquoi Express, pourquoi pas Fastify? Moi, j'aime beaucoup Matteo Collina, le développeur le créateur de Fastify, mais utiliser Fastify, mais
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'Express, quand tu regardes n'importe quel outil, tu vois un exemple de code, c'est de l'Express. Et donc, c'est peut-être, dans notre équipe en tout cas, on a de l'Express. Et une fois qu'on sait connaît les pièges, ça marche pas. Une autre question? Ouais. Avec les deux patterns que tu as montré là, avec un payload de prod, comment tu as déterminé les valeurs des réglages? Donc là, tu as mis 4 pour l'exemple. Ouais, j'ai mis 4 pour l'exemple. Ouais. J'ai mis 4 pour l'exemple. Ça, je suis tenté de te dire, c'est avec les données de prod, les données de monitoring, quoi. Et avec le dimensionnement de ta machine. Là, souvent, quand tu reçois des données derrière, tu vas avoir un pool d'accès à ta base de données. C'est un truc un peu classique. Ton pool, tu es aussi limité parce que voilà, ton infra ne te permet pas. Du coup, tu as un effet d'entonnoir, quoi. Tu sais que tu ne vas pas avoir une valeur complètement déconnante sur ton bulkhead par rapport à ton pool. Et puis après, le circuit breaker, c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de science sur quand est-ce que tu retestes, voir si ça marche ou pas. Je pense que ça dépend aussi du business qu'il y a derrière, quoi. Une autre question? Ouais. Tu as parlé de l'API Perfux avec Node pour monitorer un petit peu les event loops. Ouais. En prod, c'est ce que vous utilisez ou vous utilisez des APM parce que c'est des solutions aussi qui permettent de monitorer l'event loop et autre chose. Est-ce que tu te contentes, toi, aujourd'hui, uniquement de l'API Perfux pour monitorer? Alors, pour le coup, nous, aujourd'hui, on est sur Heroku, même si c'est un peu plus cher que ça devrait être. Et derrière, il y a un petit peu tout ce qu'il faut, en tout cas en prod. Et on a aussi ce truc-là, mais ouais, c'est surtout le truc Heroku pour les trucs vraiment système. Une autre question? Merci à tous. Merci.